Les acides. Comment définit-on l'acide? Au fait, l'acide est défini comme un épanchement liquidien dans la cavité péritonéale, c'est-à-dire dans le péritoine. Il y a des diagnostics à différencier comme l'hémopéritoine, c'est-à-dire le sang dans le péritoine, ou bien les péritonites purulentes, c'est-à-dire la présence de pus dans le péritoine, car dans ces deux derniers cas, ce ne sont pas des acides. On parle d'acide quand il y a du liquide dans la cavité péritonéale. Dans le cas du sang ou du pus, ce n'est plus l'acide. Dans les diagnostics différentiels, il faut savoir qu'une acide ne doit pas être confondue avec une adiposité pariétale chez un obèse. Une acide de petite abondance peut être difficile à reconnaître. Aussi, on ne doit pas la confondre avec un météorisme abdominal. Ça veut dire quoi, météorisme? C'est-à-dire la présence d'air dans l'abdomen. Le météorisme abdominal va entraîner une augmentation du volume de l'abdomen, tout comme l'acide, mais la percussion va différencier entre les deux, puisque la percussion dans ce cas de météorisme abdominal met en évidence un tympanisme diffus. Troisième diagnostic différentiel, le cas d'un globe vésical. Le globe vésical, il faut savoir qu'il s'accompagne d'une matité sous-ombilicale sensible à limite supérieure convexe vers le haut. Par contre, l'acide va entraîner une matité déclive concave vers le haut et non pas convexe vers le haut comme dans le cas du globe vésical. Pour le dernier diagnostic différentiel, il faut différencier une acide d'un kyste de l'ovaire qui est à développement abdominal. Il faut savoir que le kyste de l'ovaire à développement abdominal réalise une matité médiane ou bien latéralisée à limite supérieure convexe vers le haut et une ascension de l'utérus au toucher vaginal, c'est-à-dire le toucher vaginal peut régler l'affaire. Et il y a deux grands signes qui ont une grande valeur en faveur du kyste de l'ovaire à développement abdominal. Le premier, c'est l'absence de déplissement de l'ombilic et le deuxième, c'est la persistance de la sonorité lombaire en position demi-assise. Enfin, pour s'assurer que ce n'est pas une acide, on va rechercher le signe de la règle. C'est quoi le signe de la règle? C'est le premier signe qu'on va voir dans ce cours. Le signe de la règle consiste au fait à placer une règle plate sur l'abdomen, juste au-dessus du niveau des épines iliaques antérieures et supérieures. Quand on va placer cette règle-là au niveau des épines iliaques antérieures et supérieures, c'est-à-dire au niveau des épines iliaques antéro-supérieures, on va appuyer fermement la règle sur la paroi abdominale. Et si c'est le cas du kyste de l'ovaire, les pulsations de l'aorte abdominale vont être perçues. Elles vont être transmises à la règle. Et elles peuvent même être ressenties et peut-être même vu. En cas d'acide, au contraire, le liquide il est déplacé dans les flancs. En cas d'acide, ce n'est pas le kyste de l'ovaire, il n'y a pas de kyste. Donc dans ce cas-là, le liquide qui est à l'intérieur de l'abdomen va se déplacer dans les flancs droit et gauche et donc on n'aura aucune pulsation qui est transmise. Pour récapituler, pour faire la différence entre un kyste de l'ovaire et une acide, le signe
clé, c'est le signe de la règle. On met une règle. S'il y a des pulsations de la aorte, c'est un kyste de l'ovaire. S'il n'y a rien, il n'y a que le liquide qui va se déplacer au niveau du flanc, il n'y a rien qui est transmis, il n'y a aucune pulsation, c'est en faveur d'une ascite. Le deuxième signe, après le signe de la règle qu'on va voir dans le cours des ascites, c'est le signe du flot. Juste comme une remarque, je vous fais ces signes-là et avant le diagnostic et avant l'étude sémiologique pour mieux les comprendre par la suite. Je trouve que c'est mieux. Donc, on va faire le signe du flot maintenant. C'est quoi le signe du flot? Comme vous voyez sur l'image, il y a présence de deux personnes. Il y a une personne qui tient l'abdomen, qui tient l'abdomen et l'autre qui fait comme ça avec ses mains. On va expliquer. Donc, c'est quoi le signe du flot? C'est au fait la palpation qui va être combinée à la percussion. Donc, comme j'ai dit, la palpation qui va être combinée à la percussion, c'est ce qui va mettre en évidence le signe du flot. Et ce signe du flot, c'est un témoin que l'acide est libre. Car il faut savoir que on a des acides qui sont cloisonnés. Donc, pour savoir si l'acide est libre, le caractère libre de l'acide, il va être mis en évidence par le signe du flot. Concentrez-vous avec moi sur l'image qui est sur la diapo, donc vous allez comprendre. On a le malade qui est en décubitus dorsal. Ok. La main de l'examinateur, donc du médecin, c'est la main gauche. Sa main gauche, au fait là, il a mis les deux mains, mais s'il va mettre juste la main gauche, ça suffit. La main gauche, donc de l'examinateur, elle va être posée à plat. Elle va être posée à plat sur le flanc. Non, pardon, c'est pas comme ça. J'ai dit la main de l'examinateur. Donc la main de l'examinateur, vous voyez, elle est posée ici, vous voyez, elle est posée là, vous voyez. Elle est posée donc, c'est ici, cette main-là, elle est posée à plat. Elle est posée à plat sur le flanc droit. Et la main droite, par contre, cette main droite-là, de l'examinateur, vous voyez, il utilise ses deux mains. Là, les flèches en orange, vous voyez la main sur le flanc droit à plat et l'autre main, vous voyez, comme si il percute. Donc là, la main droite de l'examinateur, elle va donner au fait une schenkénode. C'est comme ça, il va frapper comme ça sur le flanc gauche du malade. Et il faut y avoir une aide dans ce signe du flot. Il y a une autre personne, vous voyez. Donc, celui qui va nous aider, il va faire quoi? En fait, sa main, il va la placer comme ça par son bord cubital. Il va placer le bord cubital de sa main sur la ligne médiane de l'abdomen. Pourquoi il va faire ça? Pour empêcher au fait la transmission de l'onde sonore de la schenguinode. Il va empêcher la transmission de cette onde sonore par la paroi. Et en cas d'acide, au fait, il y aura quoi? En cas d'acide, l'onde sonore, elle va être transmise à travers le liquide. Donc, normalement, il a empêché ça. Il a empêché sa transmission, mais elle est transmise à travers quoi? À travers le liquide en cas d'acide. Et donc, elle va être transmise. Comment elle va être transmise? Quand vous voyez la flèche, par la main gauche de l'examinateur. Faut savoir que l'acide de grande abondance, elle est vraiment très évidente. Et il faut savoir qu'en cas d'acide de grande abondance, on va faire connaissance aussi avec un troisième signe dans ce cours qui est le signe du glaçon. Au fait, c'est quoi le signe du glaçon? Lorsqu'on a une acide, le foie, vous voyez, il y a beaucoup d'eau. Imaginez, il y a beaucoup de liquide à l'intérieur de l'abdomen. Le foie, donc, il va être décollé de la paroi abdominale. Chez un patient en décubitus dorsal, c'est-à-dire quand je vais demander à mon patient de s'allonger, voilà, d'être en position décubitus dorsal, le foie il va être décollé de la paroi abdominale sous l'effet du liquide qui l'entoure qui est de grande abondance, car le signe du glaçon ne va être retrouvé que lors d'une acide d'une grande abondance.
Alors, dans ce cas, lorsqu'on donne, donc le patient il est en décubitus dorsal, nous on va donner une impulsion sur la paroi abdominale. Le foie, donc il va être mobile dans le liquide d'acide. Et par l'effort de notre impulsion sur la paroi abdominale, le foie il va être projeté en arrière et il revient en avant. On va le projeter comme ça en arrière par notre impulsion, puis il va revenir en avant. Il vient frapper notre main. Il va frapper la main de l'examinateur. De la même manière qu'un glaçon. C'est pour ça qu'on a appelé ça le signe du glaçon. C'est le foie qui va revenir sous l'effet du liquide, sous l'effet de l'impulsion qu'on va faire avec notre main. Et il va comme ça nous dérober la main comme un glaçon qu'on aurait lancé vers le fond d'un verre. Voilà, comme si quand on lance vers le fond d'un verre un glaçon, il va remonter à la surface. La surface, c'est la main de l'examinateur dans ce cas. Voilà, donc le signe du glaçon, tout simplement, c'est une manière simple de mettre en évidence un épanchement intra-abdominal, mais il n'est positif que lorsque l'épanchement est suffisamment abondant. On passe après l'étude des trois signes, le flot, le glaçon et la règle, on passe à l'étude sémiologique des acides, de moyenne, de grande et de petite abondance. On va commencer par l'acide de moyenne abondance. Déjà, comment je vais découvrir que mon patient a une acide de moyenne abondance? Il y a des circonstances de découverte de cet acide. Déjà, elle peut être de découverte fortuite par le médecin, c'est-à-dire le patient, il va consulter pour un autre motif, pas pour une acide, et le médecin, il constatera sa présence. Comme elle peut être découverte, ou bien on peut constituer, elle peut être découverte en fait par le motif de consultation. Donc, elle peut constituer un motif de consultation en elle-même. Donc, le patient, il consulte, il va vous dire, j'ai une augmentation rapide de mon poids. En fait, voilà, d'un jour à un autre, je vois que mon poids, il n'est pas stable, je ressens une lourdeur ou bien encore une autre circonstance, il pourra consulter bien sûr toujours pour un motif de consultation pour la cite, mais il va vous dire j'ai une sensation d'augmentation du volume de mon abdomen. Non pas genre, c'est pas tout mon corps, mais genre l'abdomen, je ressens qu'il y a une augmentation et genre je mange le plus normalement du monde, etc. Donc, quelle est la cause, docteur? Voilà, ça c'est les circonstances de découverte d'une acide de moyenne abondance. Maintenant, pour l'étude sémiologique proprement dite, on a les temps de l'examen. Dans ce cas, il n'y aura pas d'auscultation bien évidemment, mais on va faire l'inspection, la percussion, la palpation et il y aura aussi le toucher, les touchers pelviens. On commence par l'inspection. Lors de l'inspection, on va observer quoi? Il y a un patient, il va venir chez vous, il va vous dire j'ai voilà, il va venir, il va vous dire j'ai une augmentation, je ressens une augmentation de mon abdomen. Déjà, vous allez inspecter, vous allez voir qu'il y a une augmentation du volume de l'abdomen, c'est vrai. Puis, vous allez essayer de changer de position pour le patient. Vous allez concevoir que la position du liquide, elle varie entre donc quand le patient soit en position assise, donc ça va varier si le patient soit en position assise. Voilà, donc quand il est en position assise, vous allez remarquer que le volume, il va augmenter en bas, au niveau de l'hypogastre des fossés iliaques. Et s'il est en décubitus dorsal, c'est-à-dire, voilà, il s'allonge, et l'abdomen, il va être étalé. Voilà, et quand il est aussi en décubitus latéral, vous allez voir que le liquide, il va se pencher vers un côté et non vers l'autre. Vous allez voir que cette augmentation de l'abdomen, ce n'est pas tous les diagnostics différentiels qu'on a cités, mais dans ce cas-là, c'est vraiment clair, je dirais, que voilà, si les positions du liquide varient, donc il y a une variation de position et la variation de liquide, là, ça nous oriente. Puis, le deuxième temps, c'est la percussion.
Et en fait, la percussion, c'est le temps le plus important dans les acides. Vous allez remarquer que vous allez avoir une matité franche hydrique. Voilà, c'est une matité hydrique. Or qu'auparavant, on avait une sonorité. Normalement, l'abdomen, c'est les intestins, c'est les gaz, c'est la sonorité, c'est l'air. Donc, dans ce cas, vous allez avoir une matité et ce n'est pas normal. Donc, vous allez avoir une matité. En plus, elle est franche hydrique. C'est de l'eau qui va être déclive et aussi mobile. C'est-à-dire, il y a une mobilité car le liquide, il n'est pas statique, il n'est pas immobile. Comment dirais-je, il, voilà, il est transporté dans l'abdomen, il est mobile, il est mobilisé à l'intérieur de l'abdomen. Et vous allez remarquer aussi qu'il y a une concavité supérieure. Et la concavité supérieure, je vous le dis et je vous le redis, c'est hyper important. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on va la différencier, même avec le kyste de l'ovaire, où on avait dit qu'on aurait une convexité supérieure. Dans ce cas, on aura une concavité supérieure. Concavité supérieure, matité franche hydrique, déclive et mobilité. C'est les trois caractères importants de notre percussion, de notre acide de moyenne abondance. Pour la palpation, l'abdomen, il va nous donner une sensation de résistance dans les régions déclive. Dans toutes les régions déclive, il y aura une résistance. Et dans ce cas, on a parlé des signes, et bien dans ce cas, on aura le signe de glaçon, même si c'est de moyenne abondance, on pourrait avoir un signe du glaçon, même s'il est vraiment très rencontré, donc très franche dans les acides à grande abondance, mais n'empêche qu'on pourrait avoir un signe du glaçon qui va donc nous orienter vers une hépatomégalie ou une splénomégalie, c'est-à-dire soit le foie qui flotte, un grand foie qui flotte qui va remonter comme un glaçon, ou bien une rate, une grande rate qui flotte qui va remonter comme un glaçon. Et le signe de flot, dans ce cas aussi, il est positif, c'est-à-dire on aura l'acide qui est libre. On aura la transmission des, comment dirais-je, oui, il y aura donc une transmission de la shigénode, voilà, shigénode, vers le côté gauche. Voilà, donc c'est un signe que l'acide, on a dit, il est libre. Le signe de flot, on a dit qu'il met en évidence si l'acide est libre ou non. Et dans ce cas, il va être libre. Et pour les touchés pelviens, pour en finir, on aura les cul-de-sac, on aura donc deux cul-de-sac vaginaux et deux cul-de-sac de Douglas. Et bien, tous ces cul-de-sac, ces quatre cul-de-sac vaginaux et de Douglas, ils vont être refoulés. Pourquoi? Car il y a du liquide et ce liquide, il va les refouler, il va les serrer comme ça, ils vont être refoulés, bombés et rénitants. Tout ça car il y a du liquide, il y a ce qui les gêne, ils ne sont pas libres. Et si on fait toujours le toucher vaginal, on aura l'utérus qui est abaissé. Pourquoi? Car le liquide, il va l'abaisser. Il va être abaissé et il va être anormalement mobile. C'est-à-dire, c'est vrai que l'utérus, il est mobile, mais dans ce cas, il va être anormalement mobile. C'est pas comme dans le cas normal. Et il faut savoir que quasiment dans toutes les acides, le diagnostic est clinique. C'est pourquoi c'est très important de savoir l'étude sémiologique qu'on a juste fait tout de suite. Donc, il faut savoir ce que vous allez rencontrer quand vous allez inspecter l'acide de moyenne abondance, quand vous allez la percuter, quand vous allez la palper et quand vous allez faire les touchés pelviens. C'est très important car le diagnostic est quasiment clinique, sauf dans le cas d'un sujet obèse, d'une acide de petite abondance. C'est vraiment difficile. Il y a des cas où c'est difficile de la diagnostiquer. Dans ce cas, on pourrait donc passer à l'échographie, mais quasiment le diagnostic est clinique et la confirmation du diagnostic, c'est par la ponction d'acide qu'on va voir par la suite. Pour l'acide de grande abondance, on a terminé avec la de moyenne abondance, on passe à l'acide de grande abondance. Il faut savoir que le patient, il va consulter, dans ce cas, donc les circonstances de consultation. Dans ce cas, le patient, il va consulter pour des symptômes fonctionnels qui vont être très bruyants.
ils vont être très bruyants, il y aura des vomissements postprandiaux, juste après qu'il prend son repas, il va vomir puisque le liquide il va comprimer l'estomac, il y aura une compression de l'estomac, il va consulter aussi pour des dyspnées car les organes ne sont plus comme avant, euh, il y a un nouveau colocataire, il y a une nouvelle personne, donc il y a un nouveau environnement pour les organes. Donc ils vont essayer de s'habituer par des dyspnées, par des vomissements, donc il y aura etc. Donc il y aura une adaptation. Le corps va essayer de s'adapter à ce liquide qui remplit l'abdomen. Donc on aura aussi des dyspnées. Et ces dyspnées, pourquoi? Car il y aura toujours le refoulement du diaphragme vers le haut par le liquide. Les palpitations, c'est toujours le cœur, il n'a pas toute sa place. Les constipations, l'oligurie, car même les intestins. Donc, et la vessie, l'oligurie, la vessie, elle va être comprimée par le liquide. Et la constipation aussi, toujours car les aliments ne sont pas absorbés et ne sont pas digérés d'une manière optimale au niveau des intestins, puisque toujours le liquide comprime le tout, comprime tous les organes avoisinants. Et aussi, il va vous rapporter, toujours comme dans le cas précédent de moyenne abondance, même dans la grande abondance, vous aurez un abdomen augmenté de volume et une prise de poids rapide. Pour les signes physiques, donc là vraiment l'acide de grande abondance c'est une acide qui est très évidente. À l'inspection toujours vous allez avoir un abdomen dans ce cas qui n'est pas juste augmenté de volume mais c'est un abdomen qui va être énorme. Même si on avait dit auparavant dans la moyenne abondance que l'acide va être vraiment le liquide va être mobile dans le cas précédent, dans ce cas au fait la mobilité elle va être limitée. La mobilité du liquide, elle va être limitée. Pourquoi? En fait, c'est juste à cause de sa grande abondance. En fait, quand vous imaginez que les molécules d'eau ou du liquide, elles remplissent, elles vont remplir l'espace, elles vont remplir la pièce, imaginez beaucoup de personnes dans une même pièce, au point que la pièce, elle est très très remplie. Donc, il n'y a même pas un petit mètre cube pour se déplacer. Dans ce cas, il n'y a plus de mobilité. Elles vont être stagnées. Imaginez un ascenseur très rempli grave de personnes. Donc là, il n'y aura pas de mobilité. C'est pourquoi, toujours imaginez l'ascenseur rempli. Il n'y a pas de mobilité. Donc, c'est pourquoi, dans la grande abondance, la mobilité, elle est limitée. La mobilité du liquide, elle est limitée à cause de sa grande abondance. L'ombilic, ça c'est un signe vraiment important et c'est un grand signe. L'ombilic, il va être déplissé. Et d'ailleurs, c'est le diagnostic différentiel avec le kyste de l'ovaire. Dans ce cas, l'ombilic, il est déplissé. Il est retourné en doigt de gant. Quand vous cuisinez ou vous voyez le gant, quand vous le retournez, le doigt de gant, quand vous le retournez, c'est pas quand vous le mettez sur votre main, quand vous le retournez, le gant, vous voyez le doigt, comment il va être. C'est comme ça, l'ombilic, il va être en doigt de gant. Et la peau, dans ce cas, la peau de l'abdomen, elle va être tendue. Elle va être tendue à l'extrême, car il y a une tension. Il y a une tension, donc elle va se tendre comme ça sur elle-même, car il y a beaucoup de liquide. Et elle va être amincie, luisante, et il y aura aussi des vergetures, car les fibres élastiques, bien sûr, elles vont être trop sollicitées. Et ça, c'est pour l'inspection. Donc, abdomen énorme, mobilité limitée, ombilic en doigt de gant, peau, elle va être amincie, luisante, avec des vergetures. Pour la percussion, dans la grande abondance, vous allez avoir une matité pratiquement diffuse. Dans ce cas, elle va être diffuse. Dans l'autre cas, dans la moyenne abondance, on avait dit on avait une matité franche hydrique. Mais dans ce cas, elle va être vraiment diffuse sur tout l'abdomen. Et les caractères qu'on avait dit de déclivité, de mobilité, ils ne sont plus retrouvés au fait. Car le liquide, il ne peut plus être mobile. Comme on a dit, la mobilité, elle est limitée. L'ascenseur est rempli. Et aussi la déclivité, il n'y a pas, au fait, il n'y a rien. Il y a rien qui... Il y a pas d'espace, il n'y a pas de vide pour qu'il y ait de déclivité ou de mobilité qui vont être retrouvées. Donc, elles ne sont plus retrouvées dans ce cas-là.
Pour la palpation, l'abdomen il est tendu car il est rempli, il est peu dépressible, on ne peut pas le presser comme ça, on ne peut pas le presser et il va revenir. Non, il est peu ou pas dépressible car le liquide remplit tout. Et au fait, à l'examen du foie et de la rate, comme on a dit auparavant, le signe du flot, le signe, non, c'est pas du flot, le signe du glaçon, voilà, le signe du glaçon, que le foie va remonter, la rate va remonter, hépatomégalie, splénomégalie, ben dans ce cas, non. Dans ce cas, la rate et le foie, on ne peut même pas les examiner. C'est un examen qui est impossible puisqu'il n'est pas dépressible. On ne peut pas le dépressionner comme ça à l'intérieur. Le signe du flot, donc on a dit signe du glaçon, il n'est pas retrouvé, et signe du flot aussi, il n'est pas retrouvé, il va être négatif. Pourquoi? Tout simplement car il n'est plus libre. On a dit que le signe du flot met en évidence l'acide libre. Là, l'acide, elle n'est pas libre, elle est complète. Le liquide, il n'est pas libre, il n'y a pas d'espace. Pour le signe du glaçon, donc je ne sais pas ce que j'ai dit auparavant, mais là le signe du glaçon, on va le retrouver dans l'acide de moyenne abondance. Je crois que j'avais dit de grande abondance, mais au fait c'est pas ça. Il va être retrouvé dans un épanchement suffisamment abondant. Le signe du glaçon, au fait, on a dit, il met en évidence un épanchement intra-abdominal, c'est-à-dire soit c'est le foie, c'est la rate qui va remonter, il y a un épanchement intra-abdominal, il va mettre au fait en évidence hépatomégalie, splénomégalie, mais au fait, je vous ai dit, je crois que j'ai dit ça, mais au fait, je voulais dire qu'il est positif que si il y a un épanchement qui est d'abondance suffisante et non pas dans le cas où il est de grande abondance. Pourquoi? Car si j'ai une acide de grande abondance, en fait c'est vrai, il peut être retrouvé dans un épanchement de grande abondance si le liquide circule. Mais si le liquide ne circule pas, il est bloqué, il n'est pas libre, il n'est pas dépressible, comme tout ce qu'on a décrit auparavant, l'ascenseur est vraiment comblé à fond. Dans ce cas-là, il n'y a pas de signe du glaçon. Signe du glaçon quand l'épanchement est suffisamment abondant, mais pas aussi de grande abondance, genre il n'y a plus de limite. Dans le cas où il n'y a plus de limite, il n'y a plus donc il y a plus d'espace pour que le liquide circule. Dans ce cas-là, on n'aura pas de signe du glaçon. Donc, pour nous mettre d'accord, le signe de glaçon, il peut être présent s'il y a une certaine mobilité du liquide qui persiste, s'il y a une liberté, je dirais une mobilité qui persiste, une petite mobilité qui persiste. Sinon, le plus souvent, dans les acides de grande abondance, vous n'aurez pas de signe du glaçon. Je suis désolée, je ne me souviens pas de ce que j'ai dit auparavant, mais je crois que je vous ai dit que le signe du glaçon devrait être présent dans les grandes abondances. Mais au fait, je voulais dire que le signe du glaçon, oui, il est présent dans les acides suffisamment abondantes, surtout dans les moyennes, de moyenne abondance suffisante. Si c'est de grande abondance, s'il y a toujours la mobilité du liquide, il pourrait être retrouvé. Sinon, il n'est pas retrouvé généralement dans les grandes abondances. Pour les touchés pelviens, pour finir, vous avez les culs-de-sac vaginaux et les culs-de-sac de Douglas. Dans ce cas, ils vont être toujours bombés, vraiment bombés et rénitents. Je pourrais vous rajouter quelques signes accompagnateurs dans la grande abondance, du fait de l'acide qui est vraiment de grande abondance, du fait de son abondance. L'acide, elle peut être ou bien elle va être accompagnée de signes en fait d'intolérance qui sont dus à quoi? À la compression des organes intrathoraciques. Il y aura cyanose, il y aura donc par hypoxie, il y aura poule, d'ailleurs on a dit dyspnée, poule petit qui est rapide. Le cœur, il essaye vraiment comment dirais-je, de compenser tout ça. Et le pouls, donc, il ne va pas être le même que chez une personne normale. On aura un pouls petit, rapide, parfois même irrégulier, une tension artérielle qui est basse
et les bruits du cœur vont être assourdis et rapides. Vraiment, genre, on n'arrive pas vraiment à entendre les bruits du cœur clairement. Il faut savoir que la ponction évocatrice lente et prudente s'impose dans ce cas de grande abondance et même des fois dans le cas de moyenne abondance donc c'est une ponction dite thérapeutique évacuatrice donc pour tout simplement soulager un peu le malade. Pour les acides de petite ou de faible abondance, il faut savoir que le plus souvent, c'est un diagnostic fortuit. Il est vraiment difficile à mettre en évidence, d'où l'intérêt dans ce cas de l'échographie. Pour les acides cloisonnés, en fait, on retrouve les acides cloisonnés, c'est-à-dire sous forme de cloison. C'est-à-dire que ce n'est pas un liquide libre dans l'abdomen. C'est un liquide qui occupe comme des chambres, comme des cloisons à l'intérieur de l'abdomen. Ça, c'est le cas typique de l'inflammation. C'est-à-dire, on parle d'acide cloisonné est égal inflammation. Quand on dit cloisonné, c'est-à-dire il y a une adhérence entre les deux feuillets du péritoine. C'est-à-dire, il y a une inflammation, il y a l'adhérence entre les deux feuillets du péritoine et on aura ces cloisons. Et on a des caractères qu'on va retrouver à la palpation et à la percussion. À la palpation, on aura la sensation d'empattement de l'abdomen, comme s'il était empâté. C'est comme le domino, c'est comme le domino. Et à la percussion, d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir, c'est la matité en damier, c'est comme les dominos, c'est-à-dire il y aura alternance de matité de sonorité, matité sonorité, matité sonorité de l'abdomen, ce qui évoque une matité en damier. C'est comme si le blanc, on peut faire sa matité, et le noir, on a une sonorité. C'est comme ça, donc il y aura alternance matité sonorité. Pour les différentes étiologies, donc on est arrivé aux causes de l'acide. Donc qu'est-ce qui va donner cet acide? On a beaucoup de causes. On va citer des causes inflammatoires, des causes mécaniques et on va donc citer tous les exemples avec détail. Pour les acides inflammatoires qui sont dus à une inflammation, vous allez voir que le liquide d'acide, il va donc être sous forme d'un exsudat, c'est-à-dire il va posséder une formule d'exsudat. Il y aura des protéines, il y aura des cellules, il va être riche en protéines et riche en cellules. Et quelles sont les causes de cette inflammation? Quelles pourraient être les causes d'une inflammation? On pourrait avoir une néoplasie primitive qui va causer l'inflammation. On pourrait avoir des métastases, c'est-à-dire tout ce qui est relié à une acide cancéreuse, métastase d'un cancer digestif ou chez la femme d'un cancer génital. Là, ça va être différent en fait. L'examen cytologique du liquide d'acide, il va nous montrer la présence de cellules malignes dans ce cas. C'est la malignité. Et la laparoscopie, elle va mettre en évidence de grosses granulations et elle va permettre, et en fait, ça va permettre de faire une biopsie pour confirmer ce cancer qui a causé l'acide. Pour l'acide tuberculeuse, c'est-à-dire qui est causé par la tuberculose, c'est-à-dire dans le cas d'une bactérie, il y aura aussi l'inflammation et dans ce cas, la formule cytologique va être du liquide, va être différente du cancer. Donc là, on aura la prédominance de lymphocytes et la laparoscopie, elle va nous montrer un péritoine qui va être inflammé, parsemé de fines granulations blanchâtres dans ce cas et ça va aussi nous permettre de faire la biopsie. C'est-à-dire clairement, pour différencier ça, on a l'acide cancéreuse où on va retrouver la malignité, les cellules malignes, c'est pas les lymphocytes. Et pour la tuberculose qui est une inflammation, on va retrouver les lymphocytes en premier lieu. Et il n'y a pas que ça comme cause inflammatoire de l'acide, mais à votre niveau, vous pouvez vous contenter de l'acide tuberculeuse et de l'acide cancéreuse. Pour les causes maintenant d'acide mécanique, donc qu'est-ce qui peut donner l'acide mécanique? Faut savoir que le liquide d'acide, au fait,
dans ce cas-là, il ne va pas être sous forme d'un exsudat riche en protéines et en cellules, mais contrairement à ça, il va posséder une formule de transsudat. Donc dans ce cas, il va être pauvre en protéines et pauvre en cellules, vu que ce n'est pas une inflammation, mais c'est quelque chose de mécanique qui y empêche, donc voilà, qui fait que ce liquide est là. Pourquoi? On va voir. Donc, c'est le résultat de quoi? Qu'est-ce qui assure l'homéostasie? Qu'est-ce qui assure l'homéostasie dans le corps? C'est au fait les pressions oncotiques et hydrostatiques. Donc, quand il y a un équilibre, il y a de l'homéostasie. Mais s'il y a un déséquilibre donc, entre ces pressions oncotiques et hydrostatiques, la résultante, c'est l'acide, c'est le liquide qui va voilà, se localiser au niveau de l'abdomen et pas que, il pourrait se localiser au niveau du cœur et donner la péricardite, etc. Dans ce cas, on est dans les acides, donc un déséquilibre entre les pressions pourrait donner un liquide, voilà, un épanchement liquidien au niveau de la cavité péritonéale. Maintenant, il y a deux, je dirais deux volets. On a deux tableaux. Soit c'est la pression oncotique qui va baisser, ou bien c'est la pression hydrostatique qui va augmenter. Si c'est le cas de la pression oncotique qui a baissé, qu'est-ce qui pourra baisser la pression oncotique? Déjà, il faut savoir que qu'est-ce qui maintient la pression oncotique à l'état physiologique? C'est les protéines et principalement c'est l'albumine. Donc une hypoprotidémie, une hypoalbuminémie, ces protéines qui vont être basses, il n'y a plus les protéines qui vont maintenir la pression oncotique. Donc il y aura l'acide. Deuxième cause, le syndrome néphrotique. Le syndrome néphrotique, donc on aura un rein qui est affaibli, un rein qui ne travaille pas. Un rein qui ne travaille pas, c'est un rein dépressionné, un rein fatigué va laisser les protéines s'échapper au niveau des urines. Habituellement, les protéines, il y a une quantité minimale qui passe au niveau des urines. Et dans ce cas-là, les protéines vont passer donc à travers les tubules rénales. Et dans ce cas, il n'y a plus de protéines qui vont maintenir la pression oncotique au niveau donc voilà, des vaisseaux. Voilà, puis on a l'insuffisance hépatique, voilà, les cirrhoses, etc. Qui est l'organe qui donc synthétise les protéines, l'albumine principalement, c'est le foie. Un problème au niveau du foie, problème au niveau des protéines, pression oncotique basse. Les fuites digestives, bien évidemment, si on a des fuites digestives, on aura toujours les protéines qui sont basses et on aura la pression oncotique qui est basse. Le cas, par exemple, de l'entéropathie exsudative. Et l'entéropathie exsudative désigne quoi? En fait, elle désigne une perte excessive de protéines plasmatiques dans le tube digestif. Et cette perte de protéines toujours va mener à la pression oncotique qui est basse. Également, les brûlures étendues, tout ce qui pourrait donc donner comme résultat les protéines qui sont basses va mener à la pression oncotique qui est basse tout simplement. Je vous ai dit, premier mécanisme dans les acides qui va donner des acides mécaniques, c'est la baisse de la pression oncotique. Maintenant, le deuxième mécanisme, c'est l'augmentation de la pression hydrostatique. Si on a une pression hydrostatique qui est élevée, ça va donner un déséquilibre des pressions. Donc un déséquilibre de l'homéostasie et donc l'acide. Donc pas forcément l'acide, mais dans notre cours, c'est l'acide qui nous intéresse. Pression hydrostatique élevée, quelles sont les causes? Une cause cardiaque, bien évidemment. Une insuffisance cardiaque, surtout tout ce qui est cœur droit, c'est-à-dire insuffisance cardiaque globale, droite. Pourquoi? Car le cœur droit il est en relation directe avec l'abdomen. Donc, insuffisance cardiaque globale ou droite, ça va augmenter les pressions pour compenser les besoins du corps en nutriments et en O2. Donc, on aura
tout simplement cette pression hydrostatique élevée qui va causer par la suite l'acide. Péricardite de grande abondance, péricardite constrictive, les péricardites, c'est-à-dire un épanchement au niveau du cœur, au niveau de la paroi péricardique du cœur qui enveloppe le cœur, et donc ça va gêner, ça va comprimer voilà l'abdomen, et ça pourrait engendrer donc l'augmentation de la pression hydrostatique qui va donner comme résultante l'acide. Également, on a les thromboses ou compressions des veines sus-hépatiques. Tout ce qui va donner la compression des veines sus-hépatiques va augmenter la pression hydrostatique. D'ailleurs, on a un syndrome qui va donner la compression des veines sus-hépatiques appelé le syndrome de Budd-Chiari. Le syndrome de Budd-Chiari, en fait, c'est juste, ça veut dire la compression des veines sus-hépatiques qui va donner donc la stase, la compression. Il y aura la stase, l'arrêt de la circulation au niveau du tronc porte, de la veine porte. Il n'y aura plus, donc les veines sus-hépatiques ne vont plus drainer au niveau de la veine porte, ne vont plus drainer le sang au niveau de la veine porte. Donc il y aura une compression, une augmentation de la pression hydrostatique qui va être élevée. On a aussi des causes hépatiques. Toujours, je vous ai dit, la cirrhose, elle va aussi, donc il y aura aussi une augmentation de la pression hydrostatique. On ne doit pas oublier que la veine porte passe principalement, donc c'est le foie, donc il y aura bien évidemment une augmentation de la pression hydrostatique, toujours par compensation. Et donc toutes les compressions du tronc porte, il n'y a pas que soit par les adénopathies, soit par les veines sus-hépatiques qui vont être comprimées, soit par des masses, soit par des thromboses. Toute compression va donner comme résultante une augmentation de la pression hydrostatique. Après avoir parlé des différentes causes d'acide, je vais vous parler un peu de quelques orientations cliniques qui peuvent vous orienter. C'est un surplus, mais qui va vous aider énormément. De quelques orientations cliniques qui peuvent vous aider. À savoir, on a dit que la cirrhose, les causes cardiaques, les obstacles des veines sus-hépatiques et les étiologies inflammatoires, donc toutes ces causes-là vont nous donner des acides. Maintenant, c'est quand que je vais savoir que ça c'est une cirrhose, ça c'est une cause cardiaque ou autre. Donc je vais vous donner des indices. Pour la cirrhose, vous allez avoir en cas de cirrhose une hypertension. On a dit augmentation de la pression hydrostatique, vous allez avoir une baisse de la pression oncotique, donc vous allez avoir une hypertension portale. L'hypertension portale va donner ce qu'on appelle la circulation veineuse collatérale, c'est-à-dire les veines au niveau de l'abdomen, normalement, elles ne sont pas visibles. Mais quand il y a cette hypertension portale au niveau de la veine porte, on aura des petites varices, on les appelle les varices œsophagiennes, et même en bas dans l'abdomen, des varices au niveau de l'abdomen qui vont donc être un signe de la circulation veineuse collatérale. Et aussi, faut chercher une splénomégalie, car généralement l'hépatomégalie, elle va s'accompagner d'une splénomégalie. Donc le signe de glaçon, dans ce cas, il est positif. Vous allez avoir aussi, car il y a une hypertension portale, les œdèmes des membres inférieurs, des signes d'insuffisance hépatocellulaire comme les angiomes stellaires, l'érythrose palmaire, l'hypocratisme digital, l'anomalie des ongles blancs, striés, sans lunule. Il n'y aura pas de lunule qu'on a dans les ongles. Il y aura la fragilité gingivale. Donc tous ces signes-là. Aussi, il faut chercher la notion d'alcoolisme car elle va donner la cirrhose. Donc tous ces signes-là vont nous renseigner sur l'insuffisance hépatocellulaire. On pourrait retrouver donc, comme je vous ai dit, hépatomégalie, splénomégalie, CVC, c'est-à-dire circulation veineuse collatérale et hypertension portale. Ça, c'est des signes qui vont vous orienter vers la cirrhose. Maintenant, pour les causes cardiaques, vous pourrez avoir des hépatalgies, en fait des problèmes du foie. Car tout problème du cœur va retentir sur le foie. Donc vous pourrez avoir des problèmes du foie, un foie appelé cardiaque, un foie vasculaire, des foies de surcharge, foie congestif. Voilà, et vous aurez aussi, parmi les causes, dans les causes cardiaques, vous pourrez aussi avoir le signe de reflux hépato-jugulaire, c'est-à-dire les jugulaires, il y aura, comment dirais-je,
turgescence spontanée des jugs. Et puis, dans le cas d'un obstacle au niveau des veines sus hépatiques, je vais vous donner quelques signes. Vous allez avoir toujours un foie congestif, des hépatalgies, des problèmes du foie. Mais dans ce cas, si c'est qu'un obstacle au niveau des veines sus hépatiques, vous n'aurez pas le reflux hépato-jugulaire. Donc le reflux hépato-jugulaire il est exclusif dans les causes cardiaques et vous aurez dans ce cas aussi, comme dans la cirrhose, la splénomégalie. Pour les étiologies inflammatoires, donc parmi les signes, il y aura l'amaigrissement, la fièvre surtout, c'est important, l'asthénie. Et même si l'acide, là c'est une information importante car je vous ai dit que dans le cas d'acide cloisonné est égal à l'inflammation, mais il faut savoir que l'acide libre ne va pas éliminer l'inflammation. C'est-à-dire même si l'acide est libre, ça n'élimine pas l'inflammation. Et je vous ai dit qu'à la fin de la vidéo, on allait voir comment ponctionner l'acide. Donc, quelle est la technique de la ponction d'acide? Faut savoir en fait que la ponction d'acide se pratique avec une aiguille de Cus. Une aiguille de Cus, l'aiguille grise, la grande. On pique au fait à l'union, comme vous voyez sur le schéma, des 2/3 l'union du... Comme je vous ai dit, on va piquer à l'union du tiers externe et des 2/3 internes de la ligne joignant l'ombilique à l'épine iliaque antéro-supérieure. Vous voyez, tout est mentionné. Ombilique, épine iliaque antéro-supérieure, 2/3 niveau de l'ombilique et le tiers externe. Entre ces deux, on pique. Et attention, la ligne joignant l'ombilique et l'épine iliaque antéro-supérieure gauche. Pourquoi le gauche? Car tout simplement, au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieure droite, il y a le rectum que vous pourrez donc, comment dirais-je, blesser. Tout simplement. Donc, on va introduire l'aiguille perpendiculairement, c'est-à-dire 90 degrés. On introduit l'aiguille et on évitera bien sûr de piquer à droite. Voilà, je vous le dis et je vous le redis, car donc il y a là le risque de la blessure du sécom. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je ne sais pas, du rectum. Voilà, du sécom. Voilà, du sécom, c'est la petite partie qui est donc, comme on a dit, superficielle. C'est les effets de la fatigue. Bien sûr que c'est le sécom, il n'y a aucune relation. Voilà, le rectum n'est pas du tout dans cette zone. Donc, c'est pour le risque de la blessure du sécom. J'ai fait mieux de redire. Donc, qui est superficiel. Donc, on va le blesser à droite. C'est pour ça qu'on fait la ponction à gauche, tout simplement. Et faut faire attention parce que le geste, il doit être fait dans des conditions d'asepsie totale. Sinon, on pourrait infecter le péritoine et à pas plus grave que l'infection de l'acide, du liquide péritonéal. Et il faut savoir que la ponction d'acide, elle pourrait être dans un objectif de l'exploration, de diagnostic ou bien évacuatrice, ce qu'on appelle aussi thérapeutique, surtout quand l'acide est de grande, voire très importante. Voilà, si l'abondance est plutôt importante. Maintenant, on a ponctionné, c'est bon. On voudrait interpréter les résultats de l'étude du liquide de ponction. Quels sont les résultats? Comment étudier ce liquide qu'on a ponctionné? D'abord, juste le fait de voir ce liquide, juste l'aspect macroscopique va m'apporter beaucoup d'informations. Est-ce que le liquide est clair, jaune citrin, séro-hémorragique, chileux? Chileux, c'est bactérique. Puis, je vais faire mon étude biochimique. Est-ce qu'il est pauvre en protides ou bien riche en protides, Pauvre en protides, transudat, origine mécanique, riche en protides, exsudat, donc c'est l'étiologie inflammatoire, mais il faut savoir que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des exceptions donc rares. Voilà, il y a vraiment des exceptions, ce n'est pas une règle générale. Par exemple, dans le cas des blocs sus-hépatiques, c'est-à-dire c'est une acide riche en protéines mais qui est d'origine non inflammatoire. Ça veut dire quoi, bloc sus-hépatique? C'est-à-dire
les espaces inter et hépatocytaires à l'intérieur donc du foie, ils vont être donc gorgés de sang. Il y aura une augmentation de la pression au niveau des capillaires et donc les espaces vont être augmentés et donc ils pourront laisser passer les protéines. Et dans ce cas, on aura l'acide qui est riche en protéines mais qui est non inflammatoire. Mais généralement, souvent, une acide riche en protéines, c'est une règle générale, c'est inflammatoire. C'est pas une règle, comment dirais exclusive, mais générale. Mais elle peut être due, comme on a dit, à un bloc sus-hépatique. Voilà, comme on le dit et on le redit, le mot toujours n'existe pas en médecine, c'est une science qui avance. On peut rechercher en plus des protéines le taux de triglycérides et de cholestérol. Après l'étude biochimique de notre liquide d'acide, on va faire l'étude cytobactériologique. D'abord, on va faire l'étude cytologique, donc on va faire une numérotation de nos globules blancs, de tous les éléments faits blancs, de tous les leucocytes, les lymphocytes polynucléaires, voilà, les monocytes, etc. Et on va aussi rechercher les cellules malignes, les cellules mésothéliales, etc. On va voir si si notre liquide contient des protides ou pas. Est-ce qu'il est transudatif, c'est-à-dire pauvre en protides, pauvre en cellules, ou bien riche en protides, en cellules. Voilà. En cellules, donc généralement c'est inflammatoire, sauf dans le seul cas qu'on a cité, le bloc sus-hépatique. Voilà, si c'est beaucoup de LT, de lymphocytes, comme je vous ai dit, c'est la tuberculose. Si par contre c'est des cellules néoplasiques malignes, dans ce cas, on va donc faire la biopsie, même dans les deux cas. Pour finir avec l'examen de notre ponction d'acide, on va faire l'étude bactériologique par un examen direct pour rechercher les BK, les tuberculoses. Voilà. Et puis, voilà, pour rechercher des germes banals ou autres, et aussi faire des cultures. Ça, vous allez le voir en détail en bactériologie. Pour finir notre cours d'acide, on a interrogé notre malade, on l'a inspecté, palpé, percuté, fait les touchés vaginaux et des cul-de-sac de Douglas. On a fait donc les diagnostics bien sûr différentiels en premier. On a fait tous les signes de la règle, du glaçon et du flot. Donc on va terminer par des examens complémentaires. Donc, en dehors de l'examen cytobactériologique et chimique du liquide de ponction, on pourrait faire la laparoscopie, qui est l'examen clé du diagnostic des acides inflammatoires. Ça va permettre de voir les anomalies du péritoine et d'en faire la biopsie. Oui, la laparoscopie permet de faire des biopsies et aussi également de voir directement les anomalies du péritoine. Et dans ce cas, on vous dit que dans le cas de la tuberculose, vous allez avoir des granulations fines comme ça, comme du couscous. Et dans le cas de néoplasie, vous allez avoir des inflammations avec de gros nodules. Donc, c'est juste pour faire la différence entre le cas de tuberculose et de néoplasie à la laparoscopie. Tuberculose, aspect de grains, de couscous, et néoplasie, aspect de gros nodules. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention.